Stade de France, 13 novembre 2015. La France et l'Allemagne disputent un match amical. À 21h17, une forte détonation fait sursauter les joueurs et les spectateurs. C'est le début d'une véritable nuit d'horreur. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Les attentats de Paris sont la perte la plus importante de vie sur le territoire français dans un acte de guerre depuis 1945. Donc ça n'est pas n'importe quoi. On parle d'un attentat qui en plus se passe à Paris. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. La police doit faire face à plusieurs groupes terroristes qui mènent des attaques simultanées et parfaitement coordonnées. L'État islamique, quand ils ont commencé à concevoir, Al-Adnani, le chef des opérations spéciales, quand il a commencé à concevoir les opérations à l'étranger en 2013-2014, il a conseillé ce mode opératoire aux hommes qu'il formait. 3 étapes. Vous arrivez, vous tuez vite le plus de gens possible, vous prenez des otages, vous faites durer et vous mourrez en affrontant les forces de l'ordre. Paris, les jours qui suivent les attentats. 130 morts et plus de 400 blessés. Toute l'Europe rend hommage aux victimes. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Dès la nuit du 13 novembre, les enquêteurs se lancent sur la piste des terroristes en fuite. La police et les services secrets recherchent également leurs complices et les cerveaux des attentats. Les arrestations se multiplient, comme ici, à Bruxelles. Quant au chef présumé du groupe terroriste, il est rattrapé à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, et tué sur place. Les auteurs des attentats ne sont pas des loups solitaires. Aujourd'hui, on sait qu'un groupe comme Daesh, qui n'est qu'un rouage du système, possède une unité opérationnelle très organisée, dédiée à la planification et à la mise en œuvre de ce genre d'attentats en Europe occidentale. Mais d'où viennent les connaissances acquises par ces groupes terroristes, tels que Daesh, également appelé État islamique? L'organisation État islamique dispose d'un service de renseignement, l'EMNI. Celui-ci a été fondé par d'anciens membres du premier cercle de Saddam Hussein. Ces proches du dirigeant irakien n'ont pas rejoint Daesh pour des raisons idéologiques, mais pour gagner de l'argent. Et en apportant le savoir-faire du renseignement à un groupe terroriste, ils ont créé un cocktail fatal. Les groupes terroristes pourraient-ils donc tenir leur savoir-faire des services secrets? C'est nous, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui soutenons les régimes en place au Moyen-Orient. On les finance, on leur achète du pétrole, on leur vend des armes, on forme leurs services de renseignement, on forme leurs armées. Nos services de renseignement occidentaux seraient-ils les parrains du terrorisme? Y aurait-il un business de la terreur? Un matin d'octobre 2015, un canot de réfugiés parti de Turquie accoste sur l'île grecque de Léros. Parmi eux se trouvent 2 hommes qui se feront exploser quelques semaines plus tard au Stade de France, ainsi que 2 autres terroristes. Claude Moniquet a travaillé pendant 20 ans comme agent de renseignement à la DGSE. C'est un spécialiste de premier plan en matière de lutte antiterroriste. Il devait y avoir au moins 4 commandos à Paris, il y en a eu, entre guillemets, que 3. Au moins 2 personnes manquaient pour les attentats de Paris, qui ont été repérées immédiatement à l'arrivée pour l'usage de faux papiers. L'un de ces hommes s'appelle Mohamed Ousmane, ici photographié le jour de son arrivée. Les employés de Frontex, l'agence de protection des frontières extérieures, ont des doutes sur la déclaration du soi-disant réfugié. Il se dit syrien, mais ne parle que quelques mots d'arabe et s'avère incapable de décrire Alep, sa prétendue ville de naissance.
Pourtant, fin octobre 2015, l'organisme européen de lutte antiterroriste finit par le laisser passer, en compagnie d'un autre homme tout aussi suspect. Les deux sont en réalité des terroristes de l'organisation État islamique. Alors qu'ils sont censés être sous surveillance, ils commencent par traverser les Balkans en direction du nord, pilotés depuis la Syrie par leurs contacts, appelés dans le jargon officiers traitants. En chemin, on leur fournit régulièrement de nouveaux appareils, ainsi que des informations et de l'argent liquide, comme le prouvent les transcriptions de leurs conversations téléphoniques. Ousmane devait participer aux attentats de Paris, mais il n'a pas réussi à se rendre sur place. Le lendemain des attentats, Mohamed Ousmane et son acolyte sont arrêtés dans un centre d'hébergement pour réfugiés à proximité de Salzbourg et placés en maison d'arrêt. Le conseiller en sécurité Sajjan Goel a étudié de près l'affaire Ousmane. C'était un membre clé du groupe Lashkar-e-Taiba. Il est soupçonné d'avoir pris part à l'organisation des attentats de Mumbai en 2008. Pourtant, personne n'a rien fait. Mohamed Ousmane est un ressortissant pakistanais. Il fabrique des bombes et appartient au groupe terroriste Lashkar-e-Taiba. La recherche d'indices commence. En Occident, cette organisation est moins connue que Daesh ou Al-Qaïda. Pourtant, elle est beaucoup plus importante. Elle a été créée par les services secrets pakistanais Inter-Services Intelligence, également appelé ISI. Il constitue avec l'armée un véritable État dans l'État. On est en face de services au Pakistan dont on comprend bien qu'ils sont importants, on ne peut pas se passer d'eux, mais on comprend bien aussi qu'une partie de ces services joue un double jeu. Et quand on parle au service secret pakistanais, est-ce qu'on parle à l'État pakistanais ou est-ce qu'on parle à Al-Qaïda ou au Lashkar-e-Taiba ou à un autre groupe terroriste? On ne sait pas. La piste du terrorisme qui relie le Pakistan à Paris est suivie de près par Jean-Louis Bruguière, un ancien juge spécialisé dans la lutte antiterroriste. Avec l'aide de la DST, il a déjoué une série d'attentats dans le monde entier. La DST connaissait parfaitement le Lashkar-e-Taiba, travaillait très étroitement, y compris avec les services pakistanais, mais également les services britanniques, américains. Donc c'était une organisation connue, et comme nous avions des contacts, on travaillait étroitement avec la DST, ça n'a pas été une surprise, le Lashkar-e-Taiba. Au début, la collaboration avec l'ISI semble porter ses fruits. Jean-Louis Bruguière parvient à contrecarrer les plans d'un terroriste qui préparait un attentat à l'autre bout de la planète. Un Français converti à l'islam, Willy Brigitte. Sa cible, l'Australie. Ils avaient déjà commandé, ils étaient intéressés sur Internet, sur des cibles potentielles. Il y avait des sites militaires australiens, il y avait même une centrale nucléaire civile. Ils avaient acheté déjà des produits donc, du commerce permettant de pouvoir fabriquer des explosifs, notamment le fameux TATP, bien connu. Donc ils étaient très engagés dans le processus. Les autorités australiennes se lancent aussitôt sur les traces de la cellule dormante basée à Sydney. Sur cette vidéo de surveillance, on peut apercevoir Fahim Lodi, le complice de Willy Brigitte. Willy Brigitte n'a pas été arrêté en Australie. Les Australiens, donc, l'ont simplement expulsé d'Australie. Nous l'avons arrêté en France, après arrêté et étant interrogé par la police et par moi, qu'on a eu toutes ces informations, qu'on a pu rebasculer aux autorités judiciaires australiennes qui ont agi et donc ont arrêté Lodi et son équipe. Le démantèlement de la cellule terroriste permet d'éviter un grave attentat. Jean-Louis Bruguière met alors tout en œuvre pour découvrir qui tire les ficelles. La piste le mène à nouveau au Pakistan et à Lashkar-e-Taiba. Le chef de la milice pakistanaise, Hafiz Saïd, qu'on aperçoit ici à l'image, fait partie des terroristes les plus recherchés de la planète. À sa création, Lashkar-e-Taiba visait surtout l'ennemi juré du Pakistan, l'Inde et la région frontalière du Cachemire. Dans cette province âprement disputée, l'organisation a commis des milliers d'attentats sanglants. Mais ces agissements sont protégés depuis des décennies par l'armée pakistanaise et l'ISI. Pervez Musharraf a d'ailleurs cumulé pendant de nombreuses années les fonctions de chef des armées et de président de la République. On le voit ici en 2001 rendre visite à ses troupes dans le Cachemire. There is a difference of understanding who is a terrorist.
The definition of terrorism needs, the perceptions are different in United States and in Pakistan, in the West, and what we understand what is terrorism. Après plusieurs années passées à la tête du pays, l'ancien chef d'État pakistanais vit désormais en exil. Il soutient toujours Lashkar-e-Taiba. Pourquoi les qualifier de terroristes? Pourquoi les mettre dos au mur? L'Amérique doit trancher. Soit elle veut résoudre le conflit du Cachemire, soit elle continue de soutenir l'Inde et de qualifier l'autre camp de terroriste, ce qui est très injuste. Sous la présidence de Pervez Musharraf, l'État pakistanais et ses services secrets renforcent leur collaboration avec les groupes terroristes comme Lashkar-e-Taiba. Le nom Lashkar-e-Taiba signifie « armée des purs ». Son but premier était de mener l'insurrection dans la région du Cachemire administrée par l'Inde, mais son idéologie lui donne des ambitions plus internationales. Des ambitions qui viennent tristement confirmer les projets terroristes de Willy Brigitte. Outre l'Australie, Jean-Louis Bruguière découvre tout un réseau de cellules dormantes et parvient à empêcher un attentat en Grande-Bretagne et un autre en Virginie, aux États-Unis. Mais qui se cache derrière? Le juge français fait tout pour mettre la main sur les commanditaires. Moi, je suis allé aux États-Unis, donc j'ai interrogé ces gens-là. Ils ont reconnu formellement Willy Brigitte comme étant dans la même chambre et ayant fait le même entraînement, et étant sous les ordres de Sajid Mir. Sajid Mir, l'homme qui a fomenté les 3 projets d'attentat. De lui, on ne connaît que cette photo. Les services de renseignement eux-mêmes savent très peu de choses sur cet homme de l'ombre. Et donc ces individus aussi aux États-Unis ont confirmé l'existence de Sajid Mir et le rôle de Sajid Mir dans la manipulation et le recrutement de ces étrangers dont l'objectif était de les former et de les renvoyer en Europe ou aux États-Unis pour des opérations terroristes pour le compte du Lashkar-e-Taiba. Jean-Louis Bruguière demande la mise en examen de Willy Brigitte, mais aussi, par contumace, de son donneur d'ordre, Sajid Mir. J'ai lancé un mandat d'arrêt international contre Sajid Mir, avec une diffusion toute zone par Interpol, vous savez, le fameux coin rouge, de façon à ce que tous les pays du monde, les 190 pays du monde, soient informés pour instruction d'arrêter d'intéressés dès qu'ils le verraient. Le FBI ajoute le Pakistanais à sa liste des terroristes les plus recherchés, mais Islamabad fait la sourde oreille. La piste de Sajid Mir mène à un autre terroriste qui a travaillé sous ses ordres. Celui-ci a mis au point une stratégie qui aura des répercussions jusque dans les rues de Paris. Son nom, David Coleman Headley. Il est très différent des autres types recherchés. Lui, il adore être terroriste. Et ils ne sont pas si nombreux à aimer ça. Les soldats, c'est autre chose. Ils font simplement leur boulot. Mais Headley, non. Lui, il a le terrorisme dans le sang. Le psychiatre Mark Sageman a grandi en France et fait carrière aux États-Unis, au sein de la CIA. Aujourd'hui, il parcourt le monde pour interroger des terroristes. Il en a rencontré plus que n'importe quel expert. Headley est le fils d'un Pakistanais star des médias et d'une Américaine de bonne famille, presque une aristocrate, originaire de Philadelphie. David Headley naît à Washington en 1960, sous le nom de Daoud Gilani. Il grandit au Pakistan et fréquente une école militaire d'élite, mais il interrompt ses études avant la fin. À 17 ans, il emménage chez sa mère à Philadelphie et commence à sortir du droit chemin. En 1988, il se fait arrêter à l'aéroport de Francfort avec de l'héroïne en provenance du Pakistan qu'il comptait passer en contrebande aux États-Unis. La piste de David Headley mène directement à New York. Le journaliste Sébastien Rotella a enquêté sur le terroriste pour le compte du New York Times et du Washington Post, en s'appuyant entre autres sur les révélations d'Edward Snowden. L'un des tournants de sa vie, c'est cette arrestation à l'aéroport de Francfort en 1988. Il se fait prendre par un agent des douanes, mais il était déjà surveillé par la DEA. Il accepte aussitôt de devenir un indique. Et il écope d'une peine de prison réduite en aidant la DEA à attraper ses complices du trafic d'héroïne. Rapidement libéré,
David Hadley s'installe à New York. Il poursuit ses activités d'informateur pour la DEA, l'agence antidrogue américaine. Mais en parallèle, il continue le trafic à grande échelle, du moins jusqu'en 1998, où il se fait piéger par un agent infiltré. Il se retrouve alors devant les tribunaux, défendu par l'avocat Howard Leader. Il a une particularité physique assez intéressante. Ses deux yeux sont de couleurs différentes, ce qui lui donne un regard très déstabilisant. Une fois en prison, il était vraiment prêt à tout pour pouvoir en sortir, quitte à reprendre si possible sa collaboration avec le gouvernement. David Hadley a beau être récidiviste et en détention provisoire, il propose à la DEA de continuer à jouer les indicateurs dans le milieu new-yorkais de la drogue. Son meilleur atout est d'être musulman, comme de nombreux trafiquants de l'époque. Les autorités acceptent de conclure ce nouveau marché. David Hadley est mis en liberté conditionnelle au bout d'à peine 6 mois et redevient informateur à New York. À partir de là, tout s'accélère. Il multiplie les allers-retours au Pakistan et garde sa double casquette de trafiquant de drogue et d'indique. Son père lui organise un mariage arrangé avec une Pakistanaise très pieuse, issue de la haute société. Mais au même moment, ici, aux États-Unis, il entretient une liaison avec une Canadienne qui est blonde et de type très américain, en tout cas occidental. Donc il est marié et a une maîtresse en parallèle. Et c'est là, à la fin des années 90, qu'il commence à se radicaliser. Narcotrafiquant, agent infiltré, musulman de plus en plus radicalisé. Sa vie oscille entre plusieurs mondes. Je pense que la DEA savait plus ou moins ce qu'il magouillait. Mais l'avantage, c'est qu'il pouvait faire affaire aussi bien avec des dealers noirs dans les rues de New York ou de Philadelphie qu'avec des trafiquants à la frontière afghane, ou même avec l'élite pakistanaise. Puisque, grâce à sa famille, il fréquentait aussi des généraux et des politiciens. Donc, pour la DEA, c'était un indice très rare et très précieux. Parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, le milieu de la drogue pakistanais était beaucoup plus difficile à infiltrer que les cartels mexicains, par exemple. C'est alors que surviennent les attentats du 11 septembre, qui font 3000 morts. À New York, c'est la panique. David Hadley se retrouve soudain dans le viseur des enquêteurs. Un jour, dans un bar, sa copine de l'époque a discuté avec un serveur qu'elle connaissait bien. Elle lui a confié que ces attentats avaient rendu son petit ami Hadley fou de joie et que, comme il était d'origine pakistanaise, il envisageait de se rendre lui-même au Pakistan pour s'entraîner avec les terroristes. Pour la première fois, on le soupçonne de terrorisme. Une rencontre mémorable est alors organisée au siège de la puissante agence antidrogue américaine entre David Hadley, ses officiers traitants, et les enquêteurs antiterroristes du FBI. Imaginez le message que ça envoyait aux enquêteurs. Bon, d'accord, vous soupçonnez le gars d'être un terroriste, mais en fait, il bosse pour nous. À tel point qu'on vous le met à disposition dans nos locaux. Les agents de la DEA protègent leurs informateurs et font obstruction à toute nouvelle enquête du FBI. Ils vont même jusqu'à proposer au FBI et à la CIA de faire appel au service de David Hadley pour lutter contre le terrorisme. Le 11 septembre, tous les services du monde, et évidemment surtout tous les services américains, se tournent vers une seule source d'intérêt qui est le terrorisme. Et le DEA, dans sa spécialité, dit ce qui sera intéressant, c'est essayer d'éclairer les liens qui existent entre le financement du terrorisme et le trafic de stupéfiants. Les services secrets américains n'ont pas réussi à empêcher le 11 septembre. À présent, ils n'ont plus qu'un objectif, liquider les responsables des attentats. Good morning. Today I'm pleased to nominate General Mike Hayden as the next director of the Central Intelligence Agency. Mike Hayden is supremely qualified for this position. En pleine guerre contre le terrorisme, le président Bush décide de placer son meilleur expert à la tête des services secrets américains. Le général 4 étoiles et ancien directeur de la NSA, Michael Hayden. Après le 11 septembre,
Nous avons été sans pitié. Les honnêtes gens désapprouvent peut-être certaines de nos actions, et c'est compréhensible. Il y a matière à discuter, c'est sûr. Mais nous étions déterminés à faire tout ce qui était en notre pouvoir et dans le respect des lois pour que ça ne se reproduise plus jamais. Les auteurs des attentats de New York sont vite identifiés. Oussama Ben Laden et son réseau terroriste Al-Qaïda. Les États-Unis et leurs alliés partent alors en guerre contre le terrorisme, direction l'Afghanistan. Le partenaire le plus important de cette coalition occidentale est le pays voisin, le Pakistan. Celui-ci joue un rôle clé dans le ravitaillement des troupes. Ladies and gentlemen, the President of the United States and the President of the Islamic Republic of Pakistan. I trust President Bush and I feel confident in him. Thank you, Mr. President. Pervez Musharraf, à qui le président Bush accordait également toute sa confiance, parle pour la première fois ouvertement de ses relations compliquées avec les Américains. Les États-Unis ont un comportement très inégal, avec des hauts et des bas. Quand ils ont besoin de nous, ils se servent de nous. Et quand le bon vieux Pakistan ne leur est plus utile, ils nous laissent tomber. C'est pour ça que tous les Pakistanais éprouvent du ressentiment, et même, sans vouloir exagérer, de la haine envers les Américains. Pourtant, les pays occidentaux misent tout sur le Pakistan, cet allié problématique qui est à la fois une poudrière islamiste et une puissance nucléaire. Le Pakistan était un allié, mais un allié tout droit sorti de l'enfer. C'était très compliqué. Quand j'y suis allé pour pousser les Pakistanais à prendre des mesures contre Al-Qaïda, j'ai compris qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. En effet, bien que partenaire officiel de l'Occident, le Pakistan apporte son aide à des groupes terroristes islamistes par le biais de ses services secrets, l'ISI. Ils pensent qu'ils sont liés par l'islam. Parfois, je disais à mon homologue, le général Kayani, on doit faire ci ou ça dans la zone tribale. Mais ce que j'essayais de dire entre les lignes, c'est arrêtez de faire une fixation sur l'Inde. Ce n'est pas les Indiens le problème. On ferait mieux de s'occuper d'Al-Qaïda. Autrement dit, oubliez les hindous et allons déclarer la guerre ensemble à cette petite minorité de musulmans. Mais c'est impossible d'avoir cette conversation. Enfin, pas impossible, mais très difficile. Des troupes allemandes et françaises envahissent également l'Afghanistan, sous l'égide de l'OTAN. Officiellement, le Pakistan est leur allié, mais en sous-main, c'est aussi leur ennemi. Pour les Pakistanais, le but est de contrôler leur antichambre, parce qu'ils considèrent l'Afghanistan comme l'antichambre du Pakistan. C'est ça leur objectif, aussi bien celui de l'armée pakistanaise que celui des services secrets pakistanais. Et il leur sera beaucoup plus facile de contrôler une région déchirée par les conflits. Le BND, le service de renseignement allemand, est bien implanté dans la zone. Mais le déploiement des troupes dans les montagnes de l'Hindou-Kush n'est pas sans risque pour autant. Qui est un ami? Qui est un ennemi? Gerhard Schindler a été directeur du BND de 2011 à 2016. L'une des missions des services secrets allemands, c'est bien sûr de déterminer les différents intérêts qui sont à l'œuvre dans la région, mais aussi d'identifier ceux qui soutiennent les talibans et Al-Qaïda. D'où viennent leurs ressources? D'où viennent leurs hommes et leurs équipements? Le Pakistan joue un double jeu dangereux, car le pays constitue aussi une terre de refuge pour des terroristes du monde entier. Tous ces groupes, tous ces individus passaient par le Pakistan. Donc le Pakistan était la zone de transit nécessaire. Et évidemment, les autorités pakistanaises ne prenaient aucune action contre eux. David Headley va lui aussi bénéficier d'un certain laxisme. Pour l'instant, il vit toujours à New York. Il est encore en liberté conditionnelle lorsque le gouvernement américain lui fait une proposition. Quand mes confrères ou moi représentons des personnes en liberté conditionnelle, il est assez courant de demander au juge une remise de peine. Mais que la demande vienne du gouvernement, ça, je ne l'avais encore jamais vu.
J'avais le sentiment que ça dépassait le cadre de la DEA. Il y avait de fortes chances que la CIA ou le FBI soient également impliqués. Finalement, la juge a expliqué qu'elle avait reçu une requête du gouvernement et qu'elle était d'accord pour accorder une remise de peine. Puis, elle a ajouté que David Headley se lançait dans une aventure extrêmement périlleuse et lui a souhaité bonne chance. Dans ce contexte on ne peut plus explosif, le gouvernement américain décide d'envoyer David Headley au Pakistan. Sa mission est de collecter des informations sur les organisations terroristes. C'est ici, à Lahore, qu'il entre en contact avec Lashkar-e-Taïba. Si on cherche des sources au sein d'un groupe terroriste, on cherche par définition des gens méchants. Un type irréprochable qui ne fréquente aucun individu dangereux, c'est un informateur qui ne sert à rien. Sam Fadis a été agent des services secrets pendant plusieurs années. Il a organisé et dirigé des opérations à l'étranger pour le compte de la CIA. C'est toujours compliqué de vérifier la fiabilité d'une source. On se pose sans arrêt des questions. Est-ce que tu es dans mon camp ou dans l'autre camp? Est-ce que tu me dis la vérité ou seulement une partie de la vérité? Est-ce que tu cherches à me faire tuer ou à m'aider? Et en plus, ça peut changer d'une semaine à l'autre. Les services secrets ont-ils été trop imprudents en envoyant David Headley au Pakistan? Toujours est-il que celui-ci parvient à renforcer ses liens avec Lashkar-e-Taïba, qui lui attribue même un contact. Son nom, Sajid Mir. À ce moment-là, Sajid Mir était la jeune étoile montante de Lashkar-e-Taïba. Il était aux commandes de nombreuses opérations internationales. Pour lui, les Américains, les Français, les Australiens, bref, toute personne qui avait un lien avec l'Occident présentait un grand intérêt. C'est pour ça qu'il a recruté Headley. Dans les camps d'entraînement de Lashkar-e-Taïba, on forme, on endoctrine et on organise le terrorisme. David Headley va faire ses classes dans 5 d'entre eux. On expliquait à notre président que c'était une menace grandissante pour notre pays. On voyait des Occidentaux partir dans des camps d'entraînement à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, suivre toute la formation du début jusqu'à la fin, puis revenir dans leur pays en Occident. On les appelait en revenant des Afghans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient séjourné pendant des mois, et quand ils revenaient, ils étaient auréolés, ils avaient un charisme. Willy Brigitte, lui aussi, passe par les camps d'entraînement de Lashkar-e-Taïba. Lors de ses interrogatoires, il ne cache aucun détail. Après son arrestation, Willy Brigitte a tout raconté aux Français. Par exemple, cette scène incroyable dans les montagnes avec des milliers de djihadistes qui crient Allahu Akbar au petit matin et l'écho qui résonne dans toute la vallée. Les forces de sécurité pakistanaises connaissaient bien ce camp d'entraînement, elles le protégeaient. Les camps étaient énormes, il y avait plusieurs niveaux en fonction d'altitude. Il y avait 3 camps. Il y avait un camp qui se trouvait à 2000, un autre à 3000 et l'autre à 4000. L'allié de l'Occident, dans sa croisade contre le terrorisme, facilite donc la formation des terroristes. Les Américains avaient exigé des Pakistanais qui n'autorisent plus la présence d'étrangers dans les camps du Lashkar-e-Taïba. Contrairement à la promesse faite aux États-Unis par son partenaire pakistanais, des centaines de combattants étrangers continuent à venir se former dans les camps d'entraînement terroristes. Il y avait des inspections de façon non programmée de l'armée pakistanaise avec des militaires américains, force spéciale, la CIA probablement, qui venaient de façon aléatoire dans les camps vérifier qu'il n'y ait pas d'étrangers. Or, Willy Brigitte disait, nous étions avertis 2 jours avant par les officiels ou les supérieurs du camp qui manifestement tenaient l'information de l'armée pakistanaise ou des services pakistanais. Et notre rôle 2 jours avant, c'était de nettoyer le camp pour qu'il n'y ait aucune trace. Et on nous envoyait 2000 mètres plus haut, donc à 4000 mètres, de façon qu'on ne soit pas détecté par les Américains. La CIA connaît l'existence de ces camps, mais elle ferme délibérément les yeux tant que ceux-ci ne recrutent pas d'Occidentaux. Willy Brigitte raconte également ses voyages à travers le Pakistan en compagnie de son officier traitant Sajid Mir. Sajid Mir était dans un des convois. Il était salué par les militaires comme étant un haut gradé de l'armée pakistanaise.
Donc il y avait des liens très étroits entre Lashkar et Taïba et l'armée pakistanaise. Il appelle l'armée pakistanaise peut-être l'Aïsaï, mais l'Aïsaï était une partie intégrante. D'après l'enquête de Jean-Louis Bruguière, Sajid Mir est un ancien officier de l'armée pakistanaise qui a aussi travaillé pour l'ISI. De notre point de vue, ils ne jouent pas un jeu pro-américain ou pro-occidental, mais un jeu pro-pakistanais. Ce qu'ils veulent, c'est surtout atteindre leurs objectifs à eux. L'Inter-Services Intelligence est aussi mystérieux que sulfureux. Il ne laisse filtrer aucune information. Le général 3 étoiles, Assad Dourani, est l'ancien directeur de l'ISI. Il s'est formé au commandement à Hambourg, a travaillé comme attaché militaire et a également été pendant 3 ans ambassadeur du Pakistan en Allemagne. Quand on accuse ses services secrets de jouer un double jeu, il répond avec une franchise étonnante. Pour être bon, il faut jouer un double jeu, voire un triple jeu. Dans notre métier, on disait souvent que quel que soit le double jeu en question, on doit le jouer, et surtout le jouer bien. Sous sa direction, l'ISI a aidé des milices qui ont assassiné des milliers de civils en Afghanistan. Certains groupes vont vous paraître utiles à vous. Moi, j'aide ceux qui me paraissent utiles à moi. Mais parfois, il y en a qui grandissent tellement qu'ils deviennent incontrôlables. Un peu comme le célèbre monstre de Frankenstein dans la littérature anglaise. Ça peut arriver. Le monstre devenu incontrôlable, c'est évidemment l'organisation terroriste Lashkar et Taïba, financée par l'ISI, et filmée ici devant son siège principal à Lahore. De son côté, David Headley a bien renforcé ses liens avec le réseau terroriste. Il a également eu des enfants avec sa femme pakistanaise et vit désormais dans la tradition islamique. Headley est un individualiste. Même au sein de Lashkar et Taïba, il n'a jamais été totalement intégré au groupe. D'une certaine manière, on le mettait un peu à l'écart, parce qu'on sentait qu'il la jouait trop personnelle. Mais il était parfait pour les missions qui nécessitaient une seule personne, et une personne capable de prendre des initiatives. Début 2006, David Headley se rend dans le district de Khyber, à la frontière afghane. Il cherche à passer des armes en contrebande, mais se fait arrêter par l'ISI à un poste de contrôle. Au bout de plusieurs heures, on lui interdit de poursuivre son voyage. Mais cette opération ratée ne manque pas d'attirer sur lui l'attention des services de renseignement pakistanais. En janvier 2006, Headley reçoit le coup de fil d'un certain major Iqbal qui lui dit « À partir de maintenant, tu vas travailler pour les services secrets pakistanais. » Le major Iqbal est un agent de l'ISI, qui est recherché dans le monde entier. Mais personne ne connaît son visage, pas même Interpol ou le FBI. Headley a désormais 2 officiers traitants au Pakistan, Sajid Mir pour Lashkar et Major Iqbal pour l'ISI. Il décide de l'envoyer en mission de reconnaissance à Mumbai. Grâce à son passeport américain, David Coleman Headley peut se rendre dans le pays ennemi du Pakistan, l'Inde. À Mumbai, il ouvre une agence de visa, fait imprimer des cartes de visite et se fait passer tantôt pour un diplomate, tantôt pour un homme d'affaires. Headley, c'est l'homme invisible. Dans un pays comme l'Inde, un type qui a ce genre de profil et de passeport, qui s'habille bien et qui loge dans des hôtels 5 étoiles, personne ne l'embête. David Headley commence alors à chercher des cibles d'attentats potentiels dans la ville. Par exemple, l'hôtel Oberoi Trident, où descendent beaucoup d'hommes d'affaires. La gare, où transitent jusqu'à 4 millions de voyageurs par jour. La maison Nariman, un centre juif américain avec une auberge de jeunesse. Le café Léopold et l'hôtel de luxe Taj Mahal Palace. Ce qu'Headley a fait pour eux, c'est comparable à ce qu'aurait fait la CIA pour ce genre d'opération. Je ne dis pas que la CIA organise des attentats terroristes. Mais pour mener une opération aussi complexe et aussi minutieuse, quelle qu'elle soit, une organisation américaine comme la nôtre passerait d'abord énormément de temps à rassembler des informations jusqu'à ce qu'elle ait un dossier vraiment béton. Et franchement, la plupart des groupes terroristes en sont incapables. À l'été 2005, David Headley se trouve temporairement à New York, où il vit avec une Canadienne.
Sa femme à New York est très remontée contre lui parce qu'elle a découvert l'existence de son autre famille au Pakistan. Alors elle téléphone au FBI et on lui passe le JTTF, le service spécial de lutte antiterroriste. Elle leur révèle que son mari est en lien avec Lashkar-e-Taiba, qu'il se rend dans des camps d'entraînement au Pakistan, etc. Le JTTF décide donc d'appeler l'officier traitant de Headley à la DEA, qui a gardé contact avec lui, et celui-ci se porte garant de lui. Ce n'est pas le genre à commettre des attentats aux États-Unis, ce n'est pas un terroriste. Ainsi, les confidences de la compagne canadienne de David Headley restent sans suite. Et celui-ci peut continuer ses activités en toute liberté. C'est clairement une bourde. Il faut toujours vérifier toutes les pistes. Quand je travaillais avec une source, même si c'était mon informateur, même si c'était moi qui l'avais recruté, même si je traitais avec lui depuis 3 ans, à chaque fois qu'il revenait me parler, je devais le regarder avec des yeux neufs. De toute évidence, ça n'a pas été le cas pour David Headley. Il parvient à quitter les États-Unis sans encombre pour se rendre à Mumbai. En 2007, il épouse une 3e femme, Faiza Outala, une Marocaine étudiante en médecine qui a 20 ans de moins que lui. En guise de voyage de noces, il l'emmène à Mumbai. Il loge à l'hôtel Taj Mahal Palace. Après les attentats, Faiza Outala s'exprime en vidéo sur un site internet indien. For me, it was honeymoon, but for him, it was not. I think he was trying to use me for something. Très vite, le voyage de noces tourne à la dispute conjugale. Sa femme marocaine a même été au consulat américain à Islamabad pour se plaindre de son mari, mais elle n'a pas été prise au sérieux. I visited the embassy and they made me look like a crazy person. Faiza Outala va même jusqu'à prévenir la CIA des projets terroristes de son mari. Hélas, comme avec la 2e compagne canadienne de David Headley, les révélations explosives de la 3e épouse resteront lettre morte. C'est une erreur gravissime. Headley n'est pas un simple citoyen américain. Il peut refaire surface n'importe où. Il est et il restera un Américain affilié au service de police ou de renseignement des États-Unis. Et ce statut particulier lui permet de garder les mains totalement libres pour aider ses véritables chefs, l'ISI et Lashkar. Le soir du 26 novembre 2008, un groupe de 10 terroristes de Lashkar-e-Taiba accoste dans un bidonville de Mumbai à bord d'un canot pneumatique. À 21h30, les attentats sont lancés. Des commandos terroristes lourdement armés attaquent simultanément des restaurants, des hôtels de luxe, le centre juif et la plus grande gare de la ville. Ils tirent au hasard sur la foule, tuant hommes, femmes et enfants. Dans les chambres d'hôtel, les assaillants traquent leurs victimes dans les moindres recoins avant de mettre le feu. Parmi eux, 2 terroristes prennent d'assaut la gare Victoria Terminus avec grenades et fusils d'assaut et abattent les voyageurs de façon totalement arbitraire. Bilan, 58 morts et des centaines de blessés. Puis, les 2 tueurs traversent la ville et tirent indifféremment sur des passants et sur des policiers. Quelques heures plus tard, les 2 terroristes sont enfin stoppés par un barrage routier. L'un d'entre eux meurt sous les balles de la police, tandis que l'autre est seulement blessé. Il est aussitôt transporté à l'hôpital où il est interrogé pendant la nuit. C'est un Pakistanais de 21 ans qui s'appelle Ajmal Kasab. Le voici sur la vidéo de son premier interrogatoire. कौन-कौन से लोगों का मारने का बताया था? नहीं, आम लोगों पे कोई खास नहीं दिया था। ऐसा स्पेसिफिक कौन सा? किसी के पास जाओ, उसको कहो कि जहाद है, फला है, फला है। क्या-क्या फला नहीं? मतलब यही कि ये बहुत अजीमत वाला। Ajmal Kasab passe immédiatement aux aveux. Il explique aux enquêteurs indiens que les attentats ont été pilotés en direct au téléphone par un centre de commandement à Karachi, au Pakistan. Leurs officiers traitants leur ont dit « Commencez par faire un maximum de dégâts, puis trouvez-vous une bonne position protégée. Et de là, essayez de continuer le plus longtemps possible. » Mais par qui sont pilotés les terroristes de Mumbai? Avant de devenir vice-président de la police, Deven Bharti a été lui-même policier.
En novembre 2008, le soir des attentats, il a été l'un des premiers à être dépêché sur place pour arrêter les tueurs. Au cours d'une des fusillades, un terroriste a perdu son téléphone portable et j'ai réussi à le récupérer. Quand il s'est mis à sonner, j'ai décroché et j'ai essayé de discuter avec l'officier traitant à l'autre bout du fil. Je me suis fait passer pour un serveur de l'hôtel. Sur cette photo, on peut voir Devin Bharti avec le fameux portable quelques instants avant l'appel du Pakistan. C'était Sajid Mir. Sajid Mir. C'est l'officier traitant de David Coleman Hadley qui pilote lui-même les attentats au téléphone. Il se livre même à un jeu particulièrement pervers avec 2 femmes prises en otage au centre juif. Hello? I have already talked to them. I was talking to the consulate just a few seconds ago. Don't worry, Dana. Just sit back and relax and don't worry and just wait for them to contact, okay? Yes, sir. And save your energy for good days. If they contact right now, maybe you're gonna, celebrate your Sabbath with your family. ਗੱਲ ਸੁਣੋ जी जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ओके हाँ एक हुआ ना दोनों या En gros, c'était 10 robots. Des types à qui on avait complètement lavé le cerveau. Des terroristes purs et durs. Ils se laissaient entièrement piloter par leur officier traitant à Karachi. Les terroristes de Mumbai passent par un opérateur du New Jersey aux États-Unis pour parler au téléphone avec leur chef au Pakistan. Les services secrets britanniques parviennent à écouter les conversations en direct et auraient même eu accès à l'ordinateur portable de Sajid Mir au centre de commandement de Karachi. Les services de renseignement occidentaux ont compris à ce moment-là qu'il s'agissait d'une opération de grande envergure et qu'elle n'était pas organisée et dirigée depuis une zone tribale reculée, mais depuis des villes pakistanaises. Les instructions des instigateurs à Karachi sont claires. Ils veulent faire le plus de victimes possible et attirer au maximum l'attention des médias. Les terroristes ont ordre de se battre jusqu'à la mort et de tout faire pour ne pas être capturés vivants. Quand on lit les transcriptions, ça glace le sang de voir avec quelle efficacité ces opérations à Mumbai ont été coordonnées. Ce n'était pas l'œuvre d'un terroriste. La différence se voit tout de suite quand une action est organisée par un agent de renseignement. C'est bien Sajid Mir qui tire les ficelles. Peu de temps avant, le juge Bruguière était justement au Pakistan pour accélérer l'arrestation du cerveau des opérations. Évidemment, dès que j'ai entendu l'affaire de Mumbai et Sajid Mir, je me dis pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté avant? Probablement. Si on l'avait été arrêté avant, peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'attaque de Bombay. Si on prend la communauté de renseignement au sens global, c'est un échec. Et c'est un échec grave. On n'a pas vu la préparation de cet attentat. Et on peut dire la même chose pour les attentats du 7 janvier, pour les attentats du 13 novembre, pour Londres le 7 juillet, pour Madrid en 2004, pour évidemment le 11 septembre. Ce sont des échecs du renseignement. David Coleman Hadley reçoit des mails de félicitations codés. L'expression remise de diplôme désigne en fait les attentats. Même le major Iqbal, de l'ISI, lui envoie un mot pour le complimenter. Si on y réfléchit bien, pourquoi ces attentats ont si bien réussi? Parce qu'ils ont été commandités par un État, supervisés, subventionnés et dirigés par l'ISI. C'est une collaboration, un travail d'équipe entre l'Ashkar et l'ISI. C'est ça la raison de leur succès, dans toute son horreur. Ainsi donc, les attentats de Mumbai ont été financés et pilotés par les services secrets pakistanais, un partenaire et allié de l'Occident. Dans les jours qui suivent le drame, le pouvoir politique à Washington se doit d'intervenir. C'est le directeur de la CIA, Michael Hayden, qui sert d'intermédiaire. À ce moment-là, je crains qu'un conflit majeur n'embrase tout le sous-continent indien à cause des attentats de Mumbai. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Aux États-Unis, nous sortons à peine d'une élection présidentielle. George Bush est à quelques semaines de la fin de son mandat. Barack Obama se prépare à prendre le relais. Et le président Bush ne veut pas léguer à son successeur une guerre de grande ampleur entre l'Inde et le Pakistan. Alors nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour désamorcer la crise.
Des deux côtés de la frontière, l'Inde et le Pakistan mobilisent leurs troupes. Entre les deux puissances nucléaires, la guerre semble désormais inévitable. L'Inde adopte alors une stratégie d'une générosité absolument cruciale. Il décide de ne pas riposter à ces horribles attentats. La tragédie de Mumbai a laissé des traces profondes chez les survivants et dans le pays tout entier. Un véritable traumatisme. C'est en quelque sorte le 11 septembre indien. Je regarde la télévision dans ma cuisine et je vois les images d'incendie à Mumbai. Et là, non seulement je redoute qu'une guerre éclate entre l'Inde et le Pakistan, mais je me dis aussi qu'Al-Qaïda risque de s'en inspirer. En effet, David Headley et ses chefs ont désormais l'Europe dans le collimateur. Depuis que des caricatures du prophète Mahomet y ont été publiées, ils ruminent leur vengeance. Headley rencontre Ilyas Kashmiri. À l'époque, c'est l'un des terroristes les plus dangereux du Pakistan, si ce n'est du monde. C'est comme ça que l'histoire se déplace tout doucement vers Al-Qaïda. Le terroriste d'Al-Qaïda, Ilyas Kashmiri, est l'auteur entre autres d'un attentat à la bombe raté à New York. Il est activement recherché par la CIA. Headley est ravi, mais il sait aussi qu'en préparant un attentat en Occident et pour Al-Qaïda, il s'aventure sur un terrain beaucoup plus dangereux. Et effectivement, c'est ce qui causera sa perte. La nouvelle cible de David Headley est la capitale danoise, Copenhague. Il s'y rend à plusieurs reprises pour filmer et prendre des photos. La gare centrale, le luxueux hôtel d'Angleterre, la grande synagogue et le siège du journal Jyllands-Posten, qui a publié les caricatures de Mahomet. Cette photo a été trouvée dans son portable. Ils imaginent des attentats semblables à ceux de Mumbai. Des tireurs devront attaquer le siège du journal en plein cœur de la capitale danoise, prendre des otages en s'assurant que les médias sont bien présents, puis décapiter les otages et jeter leur tête par la fenêtre. Et tout ça dans la ville la plus pacifique qui soit, Copenhague. Dans ses notes, David Headley consigne l'organisation de l'attentat dans les moindres détails, sous le nom de code Projet Mickey Mouse. Headley comptait mener l'opération danoise tout seul. Il avait l'intention de tuer lui-même les gens du journal. David Headley se rend ensuite en Grande-Bretagne, où Ilyas Kashmiri le met en contact avec une cellule dormante d'Al-Qaïda. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'en 2009, cette cellule fait déjà l'objet d'une surveillance des services secrets britanniques. Le MI6 creuse alors la piste David Headley et transmet ces informations aux autorités américaines, qui ont désormais leur ancien protégé en ligne de mire. Octobre 2009. Réunion de crise à la Maison-Blanche. Le directeur de la CIA demande au président de prendre une décision. À Washington, les hauts responsables, dont le président, ont été informés des résultats de l'enquête. Il leur restait ensuite à décider s'il fallait arrêter Headley ou continuer à le surveiller. Le dossier sur l'agent américain devenu terroriste finit par atterrir sur le bureau de Barack Obama. C'est lui qui va devoir trancher. En fin de compte, le président Obama a décidé de le faire arrêter à l'aéroport. L'opération est prévue à Chicago, avant que David Headley puisse retourner en Europe commettre son attentat. Les agents du FBI l'ont accosté à l'aéroport, puis l'ont amené à leur quartier général de Chicago et se sont assis avec lui dans une pièce pour l'interroger. Dans la salle d'interrogatoire, il y a son ancien officier traitant de la DEA. Headley ne peut pas lui parler, mais il peut le voir. Le message est clair. C'est le moment de refaire ce que tu as déjà fait autrefois. Changer de camp et redevenir un indique. Au quartier général du FBI, David Headley propose aussitôt de livrer ses complices. Il veut conclure un marché. Voilà l'enregistrement de son premier interrogatoire. I mean, I know you have plenty of evidence against me, but really I'm just providing you more and more evidence against me, and we're not making any arrests. Quand il s'explique devant le FBI, on voit qu'il est très fier de lui. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Et bien sûr, les agents du FBI font tout pour le faire parler. C'est tout l'intérêt. David Headley fait alors une proposition inouïe aux agents du FBI. Il veut les aider à capturer Sajid Mir. J'ai étudié des milliers de terroristes, mais c'est le seul sociopathe que j'ai croisé.
C'est très rare qu'il y ait des psychopathes ou des sociopathes dans les groupes terroristes. Parce qu'il faut avoir un esprit collectif, on se sacrifie pour le groupe, on fait des choses pour le groupe. Alors qu'un psychopathe ou un sociopathe en est incapable. Il ne pense qu'à lui-même. David Headley propose même au FBI de le mener jusqu'au terroriste d'Al-Qaïda Ilyas Kashmiri. Il leur dit « Je vais offrir une épée à Ilyas Kashmiri dans laquelle vous aurez planqué un GPS. Comme ça, vous pourrez le géolocaliser et déclencher une frappe de drone. » Il propose des idées, il sait qu'il doit leur donner quelque chose. Que savent exactement les services secrets américains sur leur agent David Headley? Combien de temps a-t-il travaillé pour eux et quelle était sa mission? Quand ont-ils découvert son double jeu avec l'ISI? Comme convenu dans l'accord passé par le gouvernement fédéral, les relations entre David Headley et le service de renseignement des États-Unis sont gardées totalement secrètes. Difficile alors de savoir ce qui a pu pousser malgré tout les autorités américaines à conclure un nouveau marché avec l'ancien informateur. Le procureur Daniel Collins reste évasif. Il y a certaines choses que la police et le gouvernement font pour pouvoir enquêter sur ce type d'activité et qui doivent rester absolument confidentielles et inconnues du grand public. C'est pour ça qu'il y a le secret défense. La vérité ne sera jamais totalement dévoilée. Quoi qu'il en soit, et comme souvent dans la vie mouvementée de David Headley, un nouvel accord est conclu. Pour les attentats de Mumbai, qui ont fait 166 morts, et les projets d'attentats à Copenhague, le terroriste est condamné à 35 ans de prison, qu'il est actuellement en train de purger. Ni peine de mort, ni extradition vers l'Inde ou le Danemark, en échange de quoi il doit garder le silence et le dossier reste classé top secret. David Coleman Headley, agent secret, agent double et terroriste. Aujourd'hui, Lashkar-e-Taïba, l'organisation terroriste qui est derrière l'effroyable tragédie de Mumbai, est plus puissante que jamais. L'ancien dirigeant pakistanais, le général Pervez Musharraf, ne démord pas de sa position. Il réfute toutes les accusations, y compris contre Lashkar-e-Taïba. Pourquoi les qualifier de terroristes? Moi, je les appelle Moudjahidines. Lashkar-e-Taïba est une organisation. C'est même la meilleure ONG du monde. Les politiciens et chefs d'État du monde entier sont nombreux à serrer la main de leur partenaire Pervez Musharraf, à commencer par Nicolas Sarkozy. Pourtant, le président pakistanais est l'un des principaux soutiens de ces organisations qui ont semé la terreur en Europe. Richard Kemp a été coordinateur des services secrets au sein du gouvernement britannique. Il ne fait aucun doute que l'ISI encourage et perpétue le terrorisme contre l'Occident. Le fait est que la plupart des attentats terroristes dans le monde sont reliés directement ou indirectement à l'ISI. C'est un organisme qui soutient, finance et orchestre en grande partie les actes terroristes commis contre l'Occident. Mumbai, Copenhague, Paris. La piste ramène inlassablement au Pakistan. Et dans les autres pays, existe-t-il par exemple un lien entre les terroristes et les alliés des services secrets allemands? C'est vrai que beaucoup de liens ont été établis avec le Pakistan. Mais je suis convaincu qu'on pourrait tout aussi bien en établir avec l'Arabie saoudite ou avec l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, c'est un pays du Maghreb qui produit le plus de terroristes. En l'occurrence, la Tunisie. Ce n'est pas forcément celui auquel on aurait pensé en premier. Donc on voit bien qu'il existe tout un réseau de liens complexes, en particulier au sein du monde arabe. Et à l'heure actuelle, cette situation fait qu'il est impossible de se focaliser sur un seul pays. Depuis 2014, l'Europe subit une vague de terrorisme qui s'inspire des attentats de Mumbai. Les commanditaires se trouvent généralement dans des pays arabes, au Maghreb ou ailleurs, dont certains sont nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la gestion de la crise migratoire. Même dans le cas du terroriste de Berlin, Anis Amri, la piste remonte à un officier traitant de l'État islamique en lien avec les services secrets libyens. C'est cet officier qui aurait guidé Anis Amri dans son acte criminel, puis l'aurait aidé à prendre la fuite.
Ça ne m'a pas du tout surpris d'apprendre qu'Anis Amri avait été en contact avec un agent libyen. C'était un attentat parfaitement caractéristique. Il attaque le marché de Berlin, puis il disparaît. Son itinéraire posait aussi question. L'Allemagne, puis les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Italie. Selon moi, il n'avait pas pu organiser ça tout seul. Maintenant qu'on sait qu'il était piloté par un officier traitant, tout s'explique. Officiellement, la plupart des attentats sont dus à des terroristes isolés. Mais en réalité, il y a souvent dans les coulisses des instigateurs directement associés aux services secrets d'un pays allié. Aujourd'hui, on cerne mieux le profil de ceux qui organisent des attentats terroristes. Il s'agit rarement d'individus lambda qui se sont radicalisés. Au contraire, certains ont fait partie intégrante d'un appareil d'État, par exemple dans le renseignement. C'est le cas en Irak, au Pakistan ou en Libye. Sauf que maintenant, leur but est d'imaginer et d'organiser des attentats. Et avec leur parcours professionnel, ils sont beaucoup plus meurtriers et plus efficaces pour semer le chaos. C'est vrai qu'on est confronté à un problème de grande envergure. Mais la question c'est, que faire pour y remédier? Ce qui alimente la machine, on le sait, c'est l'argent. Et pourtant, il y a des gouvernements occidentaux qui continuent à donner de grosses sommes à des types dont on sait pertinemment qu'ils sont à l'origine du problème. Au lieu d'éradiquer le terrorisme, cet argent l'alimente. C'est un sale business. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et d'autres pays européens versent des sommes phénoménales qui servent en réalité à financer les attentats terroristes commis contre nous. Ainsi, depuis le 11 septembre, la coalition occidentale a versé plus de 35 milliards de dollars au Pakistan. Un modèle économique absolument mortifère. Très souvent, l'Occident veut des réponses faciles, des réponses simples. Voilà le problème, voilà l'argent, arrangez-moi ça. C'est une attitude dont certains n'hésitent pas à profiter. Ils disent ce que l'autre a envie d'entendre, mais agissent ensuite comme bon leur semble. En Syrie, par exemple, Assad ne respecte aucun accord et s'attaque à la population avec une cruauté inimaginable. Existe-t-il une solution simple? Est-ce suffisant de stopper toute collaboration avec les partenaires qui posent problème? Quand la guerre civile a commencé en Syrie et que les méthodes de Bachar al-Assad ont déplu à raison en Occident, on a coupé les liens avec la diplomatie syrienne et avec les services secrets syriens. Est-ce que ça a produit un résultat positif? Non. Est-ce qu'on a eu plus de renseignements? Non, on en a eu moins, parce qu'on s'est privé de contacts et de sources de renseignements. Est-ce que ça a aidé quelqu'un? Est-ce que ça a empêché le régime syrien de commettre les crimes qu'il a commis en réponse aux crimes des terroristes? J'ai mis dos à dos. Non. Donc ça n'a pas d'impact. Peut-on se fier à des services secrets qui ont des valeurs et des intérêts différents des nôtres? La particularité de ce métier, c'est qu'on doit parfois mettre en veilleuse ses convictions pour pouvoir accomplir sa mission. C'est obligé? Dans ce métier, oui. Seul le succès final compte. Mais où se situe la ligne rouge? Comment les services secrets les plus puissants du monde abordent-ils cette épineuse question? Michael Hayden a passé plusieurs années à la tête de la CIA. Pour mieux expliquer, j'utilise mes mains comme des marionnettes. Cette main-là, c'est l'Amérique. Sa politique, sa stratégie, ses intérêts, sa législation. Et celle-là, c'est notre partenaire, avec ses propres politiques, stratégies et législations. Même avec nos meilleurs amis, ce n'est jamais comme ça. Quoi qu'il arrive, ce n'est jamais complètement concordant. Ce qui devient très compliqué, et je l'ai vécu, c'est quand c'est comme ça, quand l'intersection des deux zones est très réduite. Dans ce cas, on doit faire ce qu'on peut dans ce petit espace où les législations, les politiques, les stratégies et les intérêts sont compatibles, et en tirer le meilleur parti. En collaborant avec des partenaires problématiques dans la lutte antiterroriste, le risque que nos services secrets occidentaux créent parfois eux-mêmes le terrorisme qu'ils sont censés combattre est très sérieux. Il faut espérer que les politiciens et les services secrets ne reproduisent plus les erreurs du passé.